Un évitant ressent un soulagement secret quand vous annulez vos plans ensemble. Il culpabilise d'être soulagé. Il veut être aimé, mais panique quand quelqu'un l'aime trop fort, trop proche, trop présent. Cette contradiction le définit entièrement et hante chacune de ses relations. Vous pensez le connaître, mais vous ne savez pas comment penser et ressentir comme un évitant. Vous ne comprenez pas cette façon unique de traiter les émotions qui fait que vous l'interprétez toujours de travers. Vous dites qu'il a peur de l'engagement. Vous dites qu'il fuit l'amour. Vous dites qu'il est froid, distant, incapable d'intimité. Mais vous ne savez pas ce que ça fait de sentir son cœur s'emballer quand quelqu'un dit « on doit parler ». Vous ne connaissez pas cette panique sourde quand une relation devient sérieuse. Cette sensation d'étouffement quand l'autre veut tout partager, tout savoir, tout contrôler de son monde intérieur. Cette impression que chaque « nous » efface un peu plus le « je » qu'il a mis tant d'années à construire. Penser comme un évitant, c'est analyser chaque geste d'affection pour y détecter une demande cachée. C'est transformer chaque « je t'aime » en question. Qu'est-ce que tu attends de moi en retour? C'est voir dans chaque câlin une tentative de possession, dans chaque invitation une obligation déguisée, dans chaque attention une dette émotionnelle qui s'accumule. Ressentir comme un évitant, c'est aimer profondément mais de loin. C'est avoir cette capacité étrange de débrancher ses émotions quand ça devient trop intense. Comme s'il avait un interrupteur interne que les autres n'ont pas. Comme s'il possédait cette faculté presque surhumaine de mettre ses sentiments en mode veille pour survivre à l'intensité du moment. Il vit cette réalité constamment, être dans une relation et se sentir simultanément connecté et détaché, présent mais absent, là sans être vraiment là. Comme s'il y avait toujours une partie de lui qui restait spectatrice, qui observait la scène de l'extérieur, qui gardait cette porte entr'ouverte, ni fermée parce qu'il n'est pas cruel, ni grande ouverte parce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à s'avouer, quelque chose de si profond, de si ancré dans son être, qu'il préfère l'ignorer plutôt que d'y faire face. Cette chose, c'est l'indifférence de aimer, cette capacité troublante de ressentir l'amour sans s'y abandonner complètement. Un évitant peut vous aimer profondément tout en restant émotionnellement détaché de cette réalité. Il peut ressentir de l'affection, de l'attraction, même de la tendresse, mais comme si tout cela lui arrivait de l'extérieur. Comme s'il observait ses propres sentiments à travers une vitre dépolie, les reconnaissant sans pour autant s'y perdre. Vous qui aimez avec passion, avec urgence, avec ce besoin de fusion qui vous consume, vous ne comprenez pas cette capacité qu'il a de compartimenter ses émotions. Pour lui, aimer ne signifie pas perdre ses repères. Aimer ne signifie pas devenir dépendant. Aimer ne signifie pas que sa vie doit tourner autour de l'autre comme une planète autour de son soleil. L'indifférence de aimer, ce n'est pas de la froideur. C'est une forme de protection émotionnelle si sophistiquée qu'elle ressemble à de l'indifférence. Il peut dire « je t'aime » et le penser sincèrement, tout en gardant cette distance intérieure qui lui permet de ne pas s'effondrer si vous partez. Cette distance qui lui assure qu'il restera debout, même si son monde s'écroule. Cette indifférence n'est pas calculée, elle n'est pas cruelle, elle est instinctive, presque réflexe, comme une respiration émotionnelle qui lui permet de survivre à l'intensité des sentiments sans s'y noyer. Il aime, mais il aime en apnée, en gardant toujours assez d'oxygène pour remonter à la surface. Voilà ce que vous ne saisissez pas. Il ne fait pas semblant de ne pas tenir à vous. Il tient à vous, mais pas de la manière dont vous attendez qu'on tienne à vous. Il vous aime, mais pas de la façon dont vous avez appris à reconnaître l'amour. Son amour ne crie pas, ne supplie pas, ne s'accroche pas. Il existe, point final. Quand il vous dit qu'il a besoin d'espace, ce n'est pas parce qu'il vous aime moins. C'est parce qu'il sent que l'intensité de la relation menace cet équilibre fragile qu'il a mis des années à construire. Cet équilibre précaire entre aimer et rester lui-même, entre se donner et se préserver. Et alors vous percevez quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose qui explique cette distance qu'il maintient même dans l'intimité. Ce que vous prenez pour de la froideur, c'est en réalité une peur si profonde qu'elle s'est déguisée en rationalité. Une terreur si ancienne qu'elle a appris à porter le masque de la logique. Un évitant transforme systématiquement ses émotions en analyse. Il ne dit pas « j'ai peur que tu me quittes ». Il dit « statistiquement, la plupart des relations se terminent ». Il ne dit pas « j'ai besoin de toi ». Il dit « c'est pratique d'être ensemble ». Il ne dit pas « tu me manques ». Il dit
C'est bizarre de ne pas avoir de tes nouvelles. Chaque sentiment devient une donnée, chaque émotion une statistique. Cette rationalisation constante n'est pas de la manipulation. C'est un mécanisme de survie émotionnelle si perfectionné qu'il en devient invisible. Parce que reconnaître le besoin, c'est reconnaître la vulnérabilité. Et reconnaître la vulnérabilité, c'est admettre qu'il pourrait souffrir si vous partiez. C'est accepter cette dépendance qu'il fuit depuis si longtemps. Il a développé cette capacité étonnante de traduire chaque émotion en termes pratiques. L'amour devient compatibilité, le manque devient habitude, la jalousie devient préoccupation logique, la peur de perdre devient analyse des risques relationnels, comme s'il parlait une langue émotionnelle étrangère, où tous les mots d'amour sont traduits en vocabulaire d'entreprise. Pour un évitant, la dépendance émotionnelle équivaut à une faiblesse dangereuse. Il a appris très tôt que compter sur quelqu'un, c'est prendre le risque d'être déçu, abandonné, trahi. Alors il travestit ses besoins en préférence, ses peurs en logique, son amour en commodité. Ses sentiments deviennent des choix rationnels, ses émotions des décisions pratiques. Vous voyez cette distance qu'il maintient même dans l'intimité. Ce n'est pas parce qu'il ne ressent rien, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il ressent trop et qu'il a développé cette capacité remarquable de mettre ses émotions en sourdine pour continuer à fonctionner. Comme un volume émotionnel qu'il baisse instinctivement dès que l'intensité devient trop forte. Il ne fuit pas l'amour, il fuit la perte de contrôle que l'amour implique. Il ne vous rejette pas, il rejette cette partie de lui qui voudrait se laisser aller complètement, qui voudrait faire confiance aveuglément, qui voudrait croire que cette fois, c'est différent. Mais d'où vient cette peur si profonde qu'elle a modelé toute sa façon d'aimer? Quelle blessure originelle a créé ce système de défense si sophistiqué? Quelque part dans son histoire, cet évitant était un enfant qui a compris que demander dérangeait. Un petit être vulnérable qui a saisi, parfois très tôt, que ses besoins étaient de trop. Peut-être que ses besoins étaient accueillis avec impatience, soupir à l'appui. Peut-être que son chagrin était minimisé. Arrête de pleurer pour rien. Peut-être qu'on lui a dit, directement ou indirectement, que les grands garçons ne pleurent pas, que les petites filles doivent être indépendantes, qu'il fallait arrêter de faire tant d'histoires pour si peu de choses. Peut-être a-t-il grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où on l'aimait quand il était sage, quand il ne dérangeait pas, quand il se débrouillait seul, où ses parents, épuisés ou distants, n'avaient pas l'énergie émotionnelle pour répondre à ses besoins affectifs. Où être autonome était la seule façon d'être aimable. Cet enfant a appris une leçon cruelle et dévastatrice. L'amour a des conditions. On t'aime quand tu ne déranges pas trop. On t'aime quand tu n'es pas trop demandant. On t'aime quand tu sais te débrouiller seul. On t'aime, mais pas inconditionnellement. Jamais inconditionnellement. Alors il a développé cette capacité précoce à s'autosuffire émotionnellement. Non pas parce qu'il était naturellement indépendant, mais parce que l'indépendance était le prix à payer pour être aimable. Parce que montrer ses besoins, c'était risquer d'être rejeté. Parce que pleurer, c'était déranger. Parce que demander, c'était être de trop. Ce n'était pas un choix, c'était une adaptation. Une stratégie de survie émotionnelle développée par un cerveau d'enfant face à un environnement qui ne pouvait pas répondre à ses besoins fondamentaux de sécurité affective. L'enfant qui rangeait ses jouets tout seul, qui ne demandait pas d'aide pour ses devoirs, qui consolait lui-même ses propres chagrins, qui apprenait à étouffer ses larmes. Cet enfant habite encore l'adulte évitant d'aujourd'hui. Cet enfant qui a compris qu'il valait mieux ne pas avoir besoin plutôt que de risquer d'être déçu. Il a intériorisé cette croyance profonde et douloureuse. Avoir besoin de quelqu'un, c'est risquer de le perdre. Alors mieux vaut ne pas avoir besoin. Mieux vaut rester à cette distance sécurisante où on peut aimer sans risquer d'être abandonné, où on peut donner sans jamais demander en retour. Et maintenant, adulte, il porte encore cette petite voix qui lui dit qu'il vaut mieux ne pas trop demander, ne pas trop espérer, ne pas trop compter sur l'autre. Cette voix qui l'a protégé enfant, mais qui l'emprisonne adulte. Voici la contradiction la plus déchirante de l'évitant. Il désire profondément la connexion qu'il sabote systématiquement. Il a soif de ce qu'il refuse. Il cherche ce qu'il fuit. Il veut l'intimité, mais quand elle arrive, il la trouve étouffante. Il veut être choisi, mais quand on le choisit, il doute des motivations. Il veut être aimé pour qui il est, mais il ne montre jamais vraiment qui il est. Il veut qu'on le comprenne, mais il ne donne jamais les clés de sa compréhension.
Ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est un conflit interne permanent et épuisant entre deux besoins contradictoires, le besoin viscéral de sécurité émotionnelle et le besoin tout aussi fondamental de connexion humaine, deux forces qui tirent dans des directions opposées. Lévitan a développé cette croyance inconsciente que l'intimité et l'indépendance sont incompatibles, que pour préserver son intégrité, il doit maintenir cette distance, que pour rester lui-même, il ne peut pas se laisser complètement aller à aimer, que l'amour véritable est forcément envahissant, possessif, étouffant. Il vit dans cette tension constante entre son désir d'être proche et sa terreur d'être englouti, entre son envie de partager et sa peur d'être jugé, entre son besoin d'être aimé et sa certitude que cet amour aura un prix qu'il ne pourra pas payer. Cette tension qui le ronge de l'intérieur sans qu'il puisse l'exprimer. Mais voici ce qu'il découvre parfois, dans ces moments de lucidité rares et précieux. Il peut aimer sans se perdre. Il peut être aimé sans se livrer entièrement. L'intimité n'est pas forcément une invasion si elle respecte ses frontières naturelles. La connexion n'implique pas la fusion. Le problème n'est pas qu'il ne sait pas aimer. Le problème est qu'il ne sait pas comment recevoir l'amour sans y voir une menace à son autonomie. Il ne sait pas distinguer entre amour et possession, entre intimité et invasion, entre partage et perte d'identité. Il aime comme il respire, en gardant toujours un peu d'air en réserve, par instinct de survie, par peur de manquer, par terreur de dépendre entièrement de quelqu'un d'autre pour son bonheur. Mais alors, comment fait-il pour naviguer dans cette complexité émotionnelle? Comment peut-il apprendre à aimer sans se perdre? Un évitant qui se comprend apprend à danser avec ses propres limites. Il découvre qu'il peut apprivoiser ses contradictions plutôt que de les subir. Il accepte que son rythme soit différent, qu'il ait besoin de plus d'espace entre les moments d'intimité, que sa façon de rassurer ne passe pas par les mots doux répétés à l'infini, mais par la constance tranquille de sa présence. Que son amour se montre dans la durée, pas dans l'intensité, dans la fidélité silencieuse, pas dans les déclarations passionnées. Il apprend à communiquer ses besoins d'espace non plus comme un rejet brutal, mais comme une forme de soin mutuel. J'ai besoin de quelques heures pour moi, pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que c'est comme ça que je recharge mes batteries émotionnelles, c'est comme ça que je reviens vers toi pleinement présent. Il découvre qu'il peut doser l'intimité sans la fuir complètement, qu'il peut s'approcher et s'éloigner dans un mouvement naturel, comme une respiration relationnelle, que les relations peuvent avoir leur propre marée, leur flux et reflux, leurs moments d'intense connexion et leurs pauses nécessaires. L'évitant conscient développe cette capacité précieuse, celle de distinguer entre ses vrais besoins et ses peurs irrationnelles. Il apprend à reconnaître quand sa demande d'espace vient d'un besoin légitime et quand elle vient d'une panique ancienne. Il devient capable de dire « là, j'ai vraiment besoin de recul » versus « là, c'est ma peur qui parle ». Il ne cherche plus à changer sa nature fondamentale. Il cherche des personnes qui comprennent que l'amour peut prendre différentes formes, que constance n'est pas synonyme de passion fusionnelle, que fidélité n'est pas synonyme de dépendance émotionnelle, que présence n'est pas synonyme d'omniprésence. Il apprend que son style d'attachement n'est pas un défaut à corriger, une pathologie à guérir, mais une façon d'être au monde qui a sa propre valeur, sa propre beauté, sa propre légitimité. Une façon d'aimer qui peut être complémentaire à d'autres styles, enrichissante pour certaines personnes. Son amour est peut-être moins démonstratif, mais il est souvent plus stable, moins passionné dans l'expression, mais plus durable dans le temps, moins fusionnel, mais plus respectueux de l'individualité de l'autre, moins possessif, mais plus libre. Et c'est peut-être exactement ce que certaines personnes cherchent sans le savoir, cette forme d'amour qui laisse respirer, qui fait confiance, qui n'étouffe pas. Un évitant qui a fait la paix avec sa nature ne cherche plus à correspondre aux attentes romantiques classiques. Il a renoncé à jouer un rôle qui ne lui convient pas. Il sait qu'il ne sera jamais la personne qui envoie des textos toute la journée pour dire « je pense à toi ». Il ne sera jamais celui qui a besoin de voir l'autre tous les jours pour se sentir en sécurité. Il ne sera jamais celui qui transforme une relation en symbiose émotionnelle totale. Il ne sera jamais celui qui dit « je ne peux pas vivre sans toi » et le pense vraiment. Et il n'a plus honte de ça. Il a cessé de s'excuser d'être qui il est. Il choisit désormais des relations où son besoin d'autonomie est compris, pas simplement toléré avec résignation.
où sa façon d'aimer est appréciée pour ce qu'elle est, pas constamment corrigée ou comparée à un idéal romantique standardisé, où on ne lui demande pas de devenir quelqu'un d'autre pour prouver la sincérité de ses sentiments. L'évitante assumée développe cette capacité cruciale, savoir faire la différence entre éviter par peur et choisir par conscience de soi. Il ne fuit plus les relations par défaut, par réflexe de protection. Il sélectionne consciemment celles qui correspondent à sa façon d'être au monde, à son rythme naturel, à ses besoins authentiques. Sa porte entrouverte n'est plus un mécanisme de défense inconscient et rigide. C'est devenu un choix délibéré et flexible de laisser entrer ce qui le nourrit et de filtrer ce qui le draine. Il garde cette porte entrouverte non par peur, mais par sagesse, non par défiance, mais par discernement. Il a compris cette vérité libératrice et fondamentale. Il n'est pas incapable d'aimer, il aime différemment. Et cette différence n'est pas un problème à résoudre, une anomalie à corriger. C'est une spécificité à honorer, à célébrer même. Son amour est moins théâtral, mais plus authentique. Moins passionnel dans les gestes, mais plus respectueux dans l'essence. Moins possessif, mais infiniment plus libre. Moins démonstratif, mais plus profond. Moins urgent, mais plus durable. Il offre un type de relation où l'autre peut aussi respirer, grandir, exister pleinement, sans avoir à porter le poids émotionnel constant de rassurer, de prouver, de combler. Une relation où chacun peut être entier individuellement pour mieux se retrouver ensemble. Et peut-être que c'est exactement le type d'amour dont le monde a besoin pour comprendre qu'il existe 1000 façons d'aimer et qu'elles sont toutes valides, toutes précieuses, toutes nécessaires. Au final, l'évitant qui s'accepte pleinement développe cette capacité rare et précieuse, celle d'être mal compris sans se justifier constamment, sans se défendre, sans essayer de convaincre le monde entier de sa légitimité. Il sait que sa façon d'aimer dérange profondément ceux qui ont besoin de preuves constantes d'affection. Il sait que son besoin d'espace peut être interprété comme du désintérêt, de l'égoïsme, de la froideur. Il sait que sa retenue émotionnelle peut passer pour de l'indifférence, voire de la cruauté. Et il a appris à vivre avec cette incompréhension chronique, à porter cette solitude particulière de celui qui aime différemment dans un monde qui n'a qu'un seul modèle d'amour acceptable. Il ne cherche plus à convaincre tout le monde qu'il aime vraiment, qu'il est sincère, qu'il n'est pas le monstre froid qu'on imagine. Il a cessé de se justifier, de s'expliquer, de prouver sa valeur émotionnelle. Il cherche plutôt les personnes rares capables de voir l'amour dans sa constance plutôt que dans ses démonstrations bruyantes. Ces personnes capables de comprendre que certains cœurs battent de plus fort dans le silence que dans les déclarations, que certains amours se montrent dans la durée plutôt que dans l'intensité, que certaines présences se ressentent même dans l'absence. L'évitant libéré porte cette conviction profonde et révolutionnaire. Le monde romantise dangereusement la dépendance émotionnelle. On vous fait croire que l'amour véritable, c'est ne plus pouvoir vivre sans l'autre, que la passion vraie, c'est l'obsession mutuelle, que l'intimité authentique, c'est la fusion totale des identités. Mais lui sait qu'il peut y avoir de la beauté immense dans un amour qui laisse respirer, dans une relation qui fait confiance au lieu de contrôler, dans une intimité qui n'a pas besoin de tout posséder pour se sentir en sécurité, dans un attachement qui renforce au lieu d'affaiblir. Il offre un type d'amour différent et révolutionnaire, celui qui vous choisit chaque jour sans vous posséder, celui qui vous aime sans chercher à vous changer, celui qui reste fidèle sans s'accrocher désespérément, celui qui vous fait grandir au lieu de vous diminuer. Un amour qui dit « Je t'aime assez pour te laisser libre, je te fais assez confiance pour ne pas avoir besoin de tout contrôler, je suis assez fort pour aimer sans m'accrocher. » Et si c'était exactement ce dont certaines relations modernes ont besoin pour enfin respirer? Pour retrouver cette liberté dans l'amour qui permet à chacun de grandir? Pour redécouvrir que l'indépendance et l'amour ne sont pas incompatibles? Si vous vous êtes reconnu dans cette façon d'aimer, sachez qu'il n'y a rien à réparer en vous. Votre façon d'aimer a sa place dans ce monde. Dans les commentaires, partagez quel passage vous a le plus touché. Et si vous connaissez un évitant, peut-être est-il temps de comprendre plutôt que d'essayer de changer. Peut-être est-il temps de célébrer cette diversité émotionnelle qui fait la richesse des relations humaines.